Alors au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un petit PowerPoint avec des chiffres hyper angoissants que je me suis noté du type, alors on en parlait tout à l'heure, il faut savoir que 4 femmes sur 10 stressent à l'annonce de leur grossesse à leur manager, que vous avez une femme sur 4 qui cesse ou diminue son activité professionnelle suite à la naissance de son premier enfant, et que 9 fois sur 10, c'est la femme qui se sacrifie en cas de défaut du mode de garde. Je vais juste poser une petite enquête aussi qui va répondre à mes chiffres. Qui parmi vous ici déjà est salarié, déjà, voilà, d'une entreprise, et qui est chef d'entreprise ou indépendant ou... Ok. Donc c'est presque moitié en fait. Ouais. Et qui parmi vous s'est déjà occupé d'un sujet perso pendant ses heures de boulot? Voilà. Voilà, ok. Bon, ça colle parce que 91% des salariés ont déjà réglé des problèmes perso au bureau, et parmi eux, c'est 72%, ça concernait leurs enfants. Donc c'est un sujet. Donc ça, c'était ma première piste. C'était vous parler un peu des chiffres. Alors évidemment, je ne vous ai pas cité que 83% des décisionnaires RH considèrent que l'articulation famille-travail est un enjeu central à l'avenir. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on en parle. Les crèches privées, alors il y a Alice de l'association L'éveil du ROIG, mais les crèches privées se développent depuis une dizaine d'années environ, pour la plupart des grands groupes, des petits groupes, des associations. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu. Et puis après, je me suis dit, en fait, bon, ces chiffres, ok, c'est un constat, mais surtout, pourquoi on est tous aujourd'hui ici, c'est parce qu'on a ce vrai souci d'équilibrer à la fois nos vies personnelles, d'équilibrer, c'est ce qu'on disait, celle de nos collaborateurs, d'être des exemples, vous en avez parlé, et c'est pas facile tous les jours d'être des exemples et de pas être les cordonniers les plus mal chaussés. Je parle en connaissance de cause. Mais j'avais envie de vous citer en fait pour introduire cette table ronde. Alors c'est vous devez le connaître puisque justement je crois qu'il réserve des places en crèche, Monsieur Collomb de Diana Pet Food à Elven, pas très loin d'ici. Elven, pardon. Ouais. Je sais pas encore. Mais ça sonnait hyper bien Elven. Elven. Qui dit la politique parentalité, en particulier la crèche. C'est la suite logique de notre engagement envers nos salariés, une vitrine à destination de l'ensemble de nos partenaires, clients, fournisseurs et de nos filiales internationales pour véhiculer nos valeurs. Et en fait, c'est un petit peu ça pour moi, prendre en considération la parentalité en entreprise. C'est en fait c'est un rayonnement, c'est montrer des valeurs de sa société ou en tout cas de sa vision de la vie. Et c'est ce rayonnement qui est important. Alors, je ne vais pas m'éterniser des plombes, mais en gros, pour moi, parce que la grande question, c'était pourquoi est-ce qu'on parle de parentalité, pourquoi c'est sur la table ce sujet, et en particulier avec le parallèle du travail. En fait, pour moi, il y a vraiment 3 grandes raisons. Je vais essayer de faire court. La première grande raison, c'est évidemment les évolutions de la société. Alors, on en parle, ta maman l'a un petit peu évoqué. Donc, on parle de 2 générations différentes. Et j'ai l'impression que vous vous demandez, mais pourquoi, je suis curieuse de savoir pourquoi c'est un sujet, parce qu'en en fait, ça se fait très bien. Mais en fait, il s'avère qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Alors déjà, bon, les femmes sont encore plus actives, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de femmes qui travaillent, donc c'est devenu un enjeu, que souvent les distances domicile-travail se sont agrandies. C'est vrai qu'historiquement, en général, on habitait autour de son lieu de travail. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Et il y a surtout un gros phénomène qui est celui des nouvelles technologies, où la déconnexion en fait, elle existe très peu. La frontière s'est complètement effacée entre travail et vie personnelle. C'est-à-dire que votre vie personnelle, on l'a dit, déborde sur votre vie professionnelle, et inversement, votre vie professionnelle déborde sur votre vie personnelle. Donc on est vraiment sur aujourd'hui, pourquoi on parle de tout ça, il y a des réflexions, les partenaires sociaux, les dirigeants, et même quand on est à son compte, on se pose toutes ces questions. On l'a vu dans les grandes évolutions, on peut parler aussi des modes de fonctionnement de travail, et la coloc en est le parfait exemple, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus de la même manière, ça peut être dissocié, ça peut être à distance, télétravail, etc.
La deuxième, pour moi, le deuxième champ intéressant sur parentalité et travail, c'est évidemment, et tu en as très bien parlé, la responsabilité sociétale des entreprises. Avec derrière, je mettrais 2 points importants. Donc évidemment le sens, comme tu disais, et ça devient c'est un argument légal, c'est-à-dire que dans la loi Pacte, les entreprises sont vivement encouragées à inscrire une raison d'être dans leur statut, et même peuvent aller plus ou moins loin. Et donc ça, c'est la première chose. On parle des générations, alors là je pense qu'on a pas mal de générations Y dans la salle, et bientôt donc déjà les générations Y cherchent du sens et bousculent un peu tous les codes et font parler d'elles, les millennials, mais la génération Z elle arrive aux portes du marché du travail et ont elle aussi des choses à dire et à revendiquer, et notamment une quête de sens et d'épanouissement. Donc ce sont des choses auxquelles les entreprises doivent évidemment, et on doit tous y faire attention. Et puis, donc les deux arguments, c'est vraiment la qualité de vie au travail, vous en avez parlé pour moi, et un autre point qui est l'égalité professionnelle homme-femme. Alors là, ce qui m'embête, c'est que les hommes, vous n'êtes pas très nombreux. 3 hommes. Il y en a quand même, hein. Ouais. C'est quand même pas mal. Et en fait, les études montrent que la parentalité est la première source d'inégalité professionnelle homme-femme. Parce qu'évidemment, il y a des biais. Le biais classique du ou de la manager qui suppose que la personne qui est partie en congé maternité, que quand elle va revenir, elle sera plus forcément à fond, ou qu'elle voudra être en temps partiel, ou que ce qui peut être son choix, mais il ne faut pas la mettre dans une case automatique sans lui avoir laissé s'exprimer son choix. Comme je l'ai dit, s'il y a un défaut du mode de garde, c'est quand même 9 fois sur 10 la femme qui se sacrifie. Et donc pour moi, c'est là où les entreprises ont aussi un rôle à jouer, en inversant et en parlant de parentalité. Et moi, quand on accompagne les entreprises, c'est vraiment le gros sujet. L'autre jour, j'étais chez un client, donc on était dans l'idée, on est en train de mettre en place la réservation de places en crèche pour ce client. Et puis on réfléchissait aux critères d'attribution, etc. Puisque quand vous mettez en place des réservations, vous n'êtes pas obligé forcément de le mettre pour tous vos collaborateurs, mais vous pouvez décider un certain nombre de berceaux et les attribuer de manière prioritaire, selon des critères qui peuvent être s'il y a un handicap dans la famille, l'éloignement géographique, etc. Bref. Et puis au bout d'un grand moment de discussion, il me dit mais on est d'accord que les places en crèche, là c'est uniquement pour mes collaboratrices. Et en fait, donc ce qui partait pas du tout d'un mauvais sentiment, du tout. Mais en fait, alors lui, son enjeu, c'était effectivement d'avoir plus de femmes dans son entreprise. Mais je lui ai dit, mais c'est une fausse bonne idée de me dire que pour favoriser la venue des femmes, je vais donner la place en crèche à une femme. Parce qu'en fait, c'est pas que vous l'enfermez dans son rôle qui est lié à la parentalité, mais si en fait. Et que en revanche, en offrant cette place en crèche à un de vos collaborateurs, vous rayonnez parce que vous permettez à la conjointe, éventuellement, de ce collaborateur, de pouvoir retourner au travail. Et puis c'est votre collaborateur qui prend un peu les rênes de la responsabilité, de la réservation de la place en crèche et donc de plein d'éléments. Donc ça, c'est vraiment pour moi, la parentalité, c'est une formidable source de diminution de ces inégalités-là, et c'est vraiment ce qui nous porte chez Ma Bonne Fée. Et les messages qu'on apporte auprès de nos clients. Le troisième élément de parentalité entreprise, donc je vous ai dit d'abord l'évolution des sociétés, ensuite la RSE, et finalement pourquoi on est là et pourquoi on est tous là, qu'on soit indépendant, collaborateur ou chef d'entreprise, c'est évidemment un enjeu de performance, que ce soit économique, financier, d'impact, mais derrière il y a quand même cet enjeu-là, et c'est vrai que pour moi, ce qui détermine la réussite d'une entreprise sont évidemment les ressources humaines, et je dirais même en fait les richesses humaines qu'on va... Parce que je suis persuadée, et puis on le sait tous, qu'un super produit qui n'est pas porté par une équipe, vous n'arriverez pas à aller très loin. En revanche, à l'inverse, un produit peut-être un peu moins bon, mais qui est porté par une équipe impliquée et à fond, et ben en fait, vous allez beaucoup plus loin.
Et les richesses humaines, pour moi, c'est pas que les collaborateurs, et ça reboucle un peu mon introduction, c'est aussi les richesses humaines que vous allez développer avec les fournisseurs, avec vos partenaires, avec vos clients, et avec ces messages que vous portez, et la culture que vous inculquez autour de vous. Encore une fois, qu'on soit indépendant, collaborateur ou chef d'entreprise, cette culture et ce rayonnement de la conciliation des temps de vie. Du coup, on accueille Clémentine Gallet, qui est maman donc, de 4 enfants, hein, ça je le souligne, et qui est aussi CEO, donc cofondatrice et co-dirigeante. Ouais, enfin, c'est moi qui porte le chapeau. Dirigeante de Coriolis Composite, une entreprise donc, de 200 personnes à peu près, qui se situe donc à Kévin, donc c'est à côté de Lorient, qui a été fondée donc en 2001 et qui fabrique des cellules robots et des logiciels de placement de fibres pour les secteurs de l'aéronautique et de l'industrie, au niveau mondial, hein, surtout au niveau mondial. Et puis Sébastien, qui est officier de la Marine nationale, et il est papa d'une petite fille. J'interviens plus pour le commandement, le management, l'action, la mort au combat parfois. Bon là, on change de domaine. Ça fait un peu plus léger justement, je sais pas. C'est un peu compliqué de sortir de son domaine d'expertise. Donc, de toute façon, on est obligé tous de raconter notre vie pour recontextualiser. Donc moi, je suis en couple avec une chef d'entreprise qui est une fusée nucléaire. J'ai beau être dans les forces spéciales, être voilà, une unité d'élite, je suis quand même un tracteur à côté. Et du coup, lorsque on a eu notre bébé, j'étais commandant seconde d'unité de forces spéciales. D'ailleurs, la grossesse, elle l'a faite alors que j'étais en opération. Ça, c'est le truc classique de chez nous. Et j'ai quand même eu la chance d'assister à la naissance, ce qui est rare chez nous quand même. Donc ça, c'est le premier point positif. Mais ensuite, il a fallu se dire, ok, comment on fait maintenant? C'est bien. Donc, Emmanuel habite à Paris, j'habite à Lorient, pour faciliter les choses. Et ben, on a décidé que notre bébé allait grandir ici, et donc que j'allais m'en occuper au quotidien. Ben, directement, l'effet que ça a eu, c'est qu'en fait, je ne peux plus partir en opération. Donc je me suis orienté, j'étais en fin d'affectation de mon unité opérationnelle, donc je me suis orienté sur un boulot d'état-major qui est sédentaire, même si normalement je suis censé, de par mon statut, être projetable en tout lieu, tout temps, toute heure. Et donc je me suis sédentarisé dans un boulot d'état-major. Donc premier truc, c'est qu'effectivement j'ai été pas coupé dans mon élan parce que c'est aussi conjoncturel. Pour moi, c'était aussi une fin. La fin d'un cycle d'opération dans une carrière. Et déjà, une première clé, c'est que c'est plus facile, je pense, pour un homme quand on a des enfants plus vieux qu'à 20 ans. Parce que du coup, pour moi, c'est plus simple de me retourner et dire j'ai fait quand même plein de choses, je suis assez accompli, épanoui dans mon boulot, je peux un peu lever le pied. Surtout que la marine, la retraite, ça 37 ans. Ouais. Alors, ça c'est un mythe. On est tous sous contrat, hein, globalement. Moi, je suis sous contrat. Hein, donc, d'ailleurs, on verra dans mon contrat si mon choix ne va pas se payer cash. Mais bon, ça, on verra. Non, mais du coup, j'ai quand même des difficultés au quotidien parce que je suis amené à faire des exercices de nuit, des choses. Voilà, et c'est un peu compliqué à gérer, d'autant qu'on a fait le choix de ne pas passer par une nounou. Et pareil, je me suis adapté en horaire. J'aurais pu avoir une nounou qui la garde de 7h jusqu'à 22h. Mais c'est pas comme ça que je conçois la parentalité. Du coup, on a décidé de se mettre en crèche et je me suis limité à des horaires de 8h à 18h10 à peu près, sachant que j'ai une demi-heure de route. Et du coup, l'armée, mes chefs, ils n'ont pas le choix. Donc voilà. Globalement, moi, mes perspectives de carrière, c'est sûr qu'elles sont un peu compliquées. L'épanouissement personnel, il est là, puisque après, j'ai quand même fait de mon nouveau boulot un truc super cool, puisque je me suis mis dans l'innovation et j'ai recréé la contextualisation d'un emploi super. Voilà, j'ai fait beaucoup d'opérations, mais bon, ça reste un choix qui a été pris et on en reviendra certainement tout à l'heure. Qui est choisi, et puis de toute façon, on n'avait pas vraiment le choix au regard de nos profils.
mais qui est quand même choisi, décidé, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est plus facile, je pense, quand on est un homme, après, de l'assumer au quotidien, parce que je fais 8h-18h, je m'en vais. Ouais, donc moi c'est une création d'entreprise en sortant d'école d'ingénieur. Donc déjà j'ai créé mon entreprise sans enfant, ce qui est un bon départ, parce qu'au moins t'as rien à perdre et tu embarques pas tout le bazar dans le potentiel marasme dans lequel de toutes les galères qu'on peut traverser en démarrant. On a démarré dans l'industrie, donc sur un projet qui était juste complètement dingue, d'inventer une machine qui allait fabriquer des bateaux, parce que mon amoureux de l'époque, eh ben, il faisait du bateau, puis il s'est dit, bon, les bateaux, on va inventer un robot révolutionnaire qui va permettre de les faire de façon automatique et pas être dans des conditions de travail dégueulasses. Donc on a commencé à regarder ce qui existait. Et puis après 3 ans au RMI, dans des campings, tout ça, on a postulé pour le concours du ministère de la Recherche, parce qu'on avait fait des prototypes qui étaient plutôt présentables. On avait un brevet, et donc le concours du ministère de la Recherche a été lancé. On a été lauréat en 99, et puis dans la 2e catégorie en 2000. Alors on est lyonnais, hein, donc je vous expliquerai pourquoi je suis là. Mais né à Lyon, fait nos études à Lyon, enfin, et ensuite moi je suis partie en Allemagne pendant 3 ans. Et donc on se trouve embarqué dans ce projet, on est lauréat du concours, donc ils disent bah oui mais on va pas vous verser l'argent si vous créez pas une entreprise, alors que l'idée c'était juste de fabriquer un bateau, traverser l'Atlantique, basta cosy, c'était un mini transat, rien de plus le projet. Et puis là on se trouve embarqué dans le maelstrom de la création d'entreprise, mais c'est super votre truc, vous avez déjà un brevet, vous en avez pavé pendant 3 ans, allez créer votre boîte et tout. Et puis on rappelle un copain d'école d'ingénieur, le 3e larron, et puis là les 2 garçons ils me regardent, ils disent c'est qui le patron? Ah bah tiens ça va être toi, parce que toi tu parles mieux, et puis nous on a bien envie de s'amuser à l'atelier, mais on veut pas avoir les responsabilités du bazar. Donc on crée la boîte, je prends la direction, la présidence, à l'époque c'était rien du tout, mais c'était voilà le titre quand même. Et on part dans l'aventure, donc des galères sans nom, et encore une fois je n'aurais pas fait ça maintenant avec mes 4 enfants dans les pattes. Parce que levée de fonds qui met 2 ans, de Lyon, tu déménages à Lorient, parce qu'il n'y a personne qui veut te voir à Lyon, c'est une ville quand même assez industrielle et assez conservatrice, donc on n'avait pas du tout la gueule de l'emploi pour être financé par des super banquiers lyonnais qui cherchent déjà la référence de ta famille, t'es pas connu, ton diplôme, il n'est pas reconnu en France parce que j'ai un diplôme allemand, et puis ton mec, il a un peu la gueule du mec un peu fou, donc non. Donc impossible de trouver des gens pour nous aider à Lyon, et puis on déboule à Lorient en 2001, 2002. Hein, alors je vous fais pas l'article, la base des sous-marins c'était militaire, donc il y avait des barbelés partout, et Le Drian nous explique que demain ce sera la base de course au large, un truc de dingue, les militaires sont partis, mais on va faire revivre tout ça, vous allez voir. Alors on me dit ouais, et puis comme vous êtes dans les bateaux, bah, ça nous intéresse, vos robots, tout ça, là, donc installez-vous à Lorient, puis nous on trouvera un moyen de vous aider à démarrer. Donc on a pris nos clics et nos claques, j'étais enceinte, on arrive à Lorient. Bah, voilà, comme quoi tout arrive à point nommé, hein, parce que sinon, ça aurait été 6 mois avant, je ne savais pas du tout comment j'allais mettre au monde un enfant, mais là c'était beaucoup plus simple. On savait qu'on allait avoir des ronds pour démarrer, et du coup c'est parti, on s'installe, donc c'est 2003, ça a pris quand même un peu de temps, mais 2003 on s'installe à Lorient, mi-2002, et on a le premier robot qui arrive en janvier 2003. Et là, donc Roméo est né en mars 2003, donc on venait juste d'avoir les ronds, on venait juste de s'installer, on avait une espèce de bicoque à Kéroc en kaolin, un truc, une maison de vacances que le propriétaire avait bien voulu nous louer à l'année, mais qui était juste un espèce de mobil-home sur les rochers, donc dès qu'il y a du vent, en gros, t'es dans le vent, et quand tu chauffes Kéroc, quoi. Donc c'était un truc, mais on était tellement contents, on avait notre maison, on avait nos sous, on était partis, et voilà, donc Roméo est né là-dedans. Et puis, on avait trouvé personne pour nous héberger, parce que le robot, ça fait quand même la taille de là, à peu près. C'est un gros robot, comme dans la pub Picasso, quoi. Sur lequel il était question de monter une tête de tissage, donc pour tisser la fibre de carbone. Et donc, le robot, fallait trouver un endroit pour le poser. Alors là, pareil, on n'est pas crédible. Comme pour trouver une baraque, quoi. T'as pas de salaire, t'as rien. Ben, pour trouver un endroit pour poser un robot, c'est pareil. Donc, on trouve à Landévent. Donc, Landévent, super. Donc, t'habites à Kéroc, donc 35-40 minutes. Puis là, il faut trouver une nounou. Je découvre ce que c'est qu'une nounou. Et donc voilà, bon, ça c'était pour la petite histoire de Coriolis. Donc c'était il y a 18 ans. Roméo se porte bien. Enfin, le démarrage était il y a 18 ans. Et il y a un témoignage que je veux apporter pour essayer aussi et redonner un peu de champ au débat, c'est que la garde des enfants, des bébés, tout ça, c'est une étape. Mais t'as l'étape d'après. Et là, moi, je suis dans le dur parce qu'on fait 30 millions de chiffre d'affaires, je suis 80% à l'international,
Et mes clients, c'est entre la Chine, les US, le Japon et l'Europe, mais pas la France. Hein. C'est pas à Lorient que ça se passe. Parce qu'on travaille essentiellement pour les fabricants d'avions. Donc nos super robotissages, ils tissent du carbone pour fabriquer des fuselages d'avions. Donc c'est pas enfin, ils font aussi les foils à la BSM d'Avel Robotics. Et donc voilà, donc c'est maintenant que ça se passe que moi je me sens vraiment dans le corner parce que tu laisses 4 ados, dont le premier à 16-17 et le dernier à 8. Tu peux retrouver un peu le feu à la maison quand même. Et là, ça m'inquiète beaucoup plus que le cosy que je baladais partout et qui finalement, à la fin, je pense qu'il y a des solutions à mettre en place et que c'est un vrai sujet, mais il faut voir ça dans la durée, quoi. Et avec la fatigue qu'on a, avec tout ce qui va avec, de la patience, de tout ça, je pense qu'il y a quelque chose à imaginer et on en discutait tout à l'heure parce que c'est hyper important d'envisager toutes les phases, quoi. Et mes copines ont le même âge que moi et sont patronnes de grosses boîtes, parce qu'en plus, avec l'âge, ta boîte, elle grossit, normalement. Et là, c'est compliqué. Déjà, l'exemplarité, on en parlait tout à l'heure, mais alors moi, je peux te dire qu'ils ont vu tout. Dans mon bureau, ils ont vu un canapé, la patronne dormir, mais ronfler comme un sonneur. Tu vois, à 14h, elle venait pour des réunions, j'étais là, non, dégage, j'étais dans le noir. Il faut que je dorme, foutez-moi la paix. Mais bon, j'ai tenu les grossesses jusqu'à la veille de l'accouchement et j'étais plutôt exemplaire aussi là-dessus, mais ça marche pas l'exemplarité là-dessus. Et chacun fait son chemin. Mais j'ai montré que voilà, il n'y avait même pas à transiger entre les deux, quoi. C'est d'abord, je fais mon petit, je le fais comme je veux, je m'arrête autant que je veux, enfin autant que je veux dans la limite de ne pas mettre la boîte dans la merde, mais parce que j'ai jamais mis en péril la société, alors que j'étais à un poste où, bon, si je disparais, c'est sûr qu'on est plus dans la mouise qu'avant, quoi. Et donc, d'être toujours là quand il faut être là, et d'arriver à montrer que, bon, globalement, ma priorité, c'était quand même mes petits, quoi. Et tout le monde l'a vu, tout le monde l'a ressenti, m'a vu partir, voilà, m'a vu dormir enceinte, m'a vu partir comme un père à 16h au milieu d'une réunion en disant, voilà, c'est pas possible. Et puis mon mari n'étant pas celui dont on parlait tout à l'heure, qui prend les 1 sur 10 qui s'occupe des problèmes de garde d'enfants, c'était pas lui, hein, il fait partie des 9 sur 10. Il est voileux aussi quand il veut, mais c'est pour combler le trou qui reste. Et du coup, voilà, tout le monde m'a vu ultra focalisée, et j'ai toujours dit, moi, le fruit de ma passion, c'est mes enfants d'abord, et puis Coriolis, ça suivra son chemin, quoi. Et donc, ce qui a été mis en place, d'abord l'exemplarité, et ensuite, là, j'ai mis un peu de temps, mais bon, on est au forfait jour, donc les gens doivent aménager leur temps de travail et ont des libertés. Il y a quand même très peu de femmes chez nous, donc ça ne concerne pas tant les femmes qui sont super bien coucounées, mais il y a les mecs aussi qui ont les séances de surf, le yoga, le yogi, le machin, le truc, donc eux, ils sont... Et leurs enfants également, parce qu'on a des super papas, et tu peux mettre en place, c'est comme les lois sur le voile, c'est comme les lois sur tout, tu peux mettre en place tout ce que tu veux, si t'as pas l'esprit à ça, il faut que les gens le vivent. Donc moi, j'ai pas mis en place un truc qui est affiché à l'entrée, il y a rien, mais tout le monde sait que t'as une galère, tu peux partir, l'égalité des salaires hommes-femmes, elle est appliquée, archi-appliquée, parce que je suis la patronne, et la nouvelle génération, mais ils me font trop rire, les gars d'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec même... On parlait de la génération de vous, mais là, moi, je suis entre les deux. Puis alors, ceux qui arrivent, c'est encore le jour et la nuit. Ils sont hyper attentifs. Et puis écoute, je pars, j'ai un projet personnel. Je me dis que j'ai passé trop de temps pour le boulot. Maintenant, il faut que je parte m'occuper de mes petits. Et des gars avec des postes plutôt classe, et voilà, ils ont fait le tour. Et puis comme toi, ils ont dit, bon, maintenant, je vais faire autre chose. Et puis, ils ont une liberté, puis un engouement pour ce qu'ils font, que ce soit dans le boulot comme pour la famille. Tu vois le rayonnement du mec, tu dis mais vas-y, hein, tu pars à 16h, mais pas de souci. Puis ils sont tous avec leur vélo, avec 3 gamins à l'arrière. Et ils emmènent les autres, et c'est pas un truc que t'écris, quoi. C'est un truc que tu portes en tant que patron, de dire c'est comme ça dans la boîte. Je peux te faire tous les règlements intérieurs qui disent c'est de 17 à 18 et pas de 18 à 19 et pas de 6 à... C'est pas ça le sujet, c'est de dire le jour où t'as un besoin, t'as une porte qui est ouverte et quelqu'un qui va dire mais go. Il n'y a même pas, j'ai pas de débat, quoi. Tu balances dans le réseau de la boîte pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui est nounou qui dépanne. Ça, déjà, tu fais ça. Après, s'il n'y a pas de nounou qui dépanne, tu essaies de taper ma botte fait. Pas ça, j'ai découvert, ça existe. Non, il y a vachement de dialogue en interne qui fait qu'on trouve des solutions.
Juste pour compléter, nous, c'est exactement un des sujets un petit peu en mode agile où quand on discutait avec les entreprises de voir quelles étaient les problématiques, et les problématiques c'était l'urgence enfant malade, et où tu mets pas forcément ton enfant à la crèche quand il a 39, tu le laisses chez toi. Si tu n'as pas l'entourage et que tu n'as pas forcément des heures de RH à faire devant toi pour sélectionner un profil, donc nous on résolvait ce premier point pour les entreprises en mettant un réseau de professionnels de santé à disposition, et l'autre point c'est les déplacements professionnels, et là aussi ça rejoint un petit peu les sujets. Quand t'as les deux, quoi, quand t'as l'allemand jusqu'à malade et que t'as voilà. Ça vient chaud. Comment ça se passe justement dans la marine est-ce que quand on te dit la nourrice ou la crèche qui appelle, elle est malade, faut venir la chercher là maintenant, mais alors ça va être compliqué parce que là je suis en avion. Non, mais il y a plusieurs choses. Alors je sais pas si c'est l'exemple civil, mais nous on a 15 jours dans l'année où on peut prendre quand il y a un problème. C'est 15 jours qui sont prévus. C'est la chance d'être. Alors on va faire un petit sondage. Qui a des. C'est des jours enfants malades. C'est des jours enfants malades. C'est selon les conventions donc, collectives. Ça dépend des entreprises. Je sais pas comment ça se passe. Mais nous, 2 jours par an. L'avantage. 2 jours par an, ouais. Il y a la convention collective plus les dispositions particulières. Nous, il y a plein de dispositions comme ça, mais le problème, c'est que 15 jours, c'est bien quand on est cuistot sur la base de l'Anbiway, mais quand on est effectivement commando, nous, on a un problème de manière générale, c'est qu'il y a 9 semaines de vacances pour les militaires, vous le savez, nous, on en prend globalement 2 ou 3. Donc, c'est une question après de pouvoir les prendre, effectivement. Mais en tout cas, ces 15 jours existent. En tout cas, oui. Voilà, ces 15 jours existent, et il faut savoir que la marine, particulièrement, c'est une institution très traditionnelle. Et du coup, la famille, c'est quand même quelque chose d'important. Alors là, les armées ont fait des gros plans, mais la marine, il y a des schémas. Les mecs ont 10 enfants, quoi, les officiers qui commandent. Là, autant l'armée représente la société dans son ensemble, mais au niveau des chaînes de commandement, c'est très particulier. C'est l'officier qu'on appelle tradi, c'est un catholique pratiquant qui a 6 ou plus enfants. Et il y en a beaucoup plus que dans le civil. Donc, ils ont quand même une notion familiale qui est très développée. Donc, la marine et la famille, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, il y a 2 choses qui sont prises en compte dans la marine, c'est la famille et ce qu'on appelle maintenant le célibat géographique. Sauf que le célibat géographique, ça marche pour les gens qui laissent leur famille à l'autre bout de la France. Donc, c'est-à-dire que voilà, la famille, la femme avec les enfants, c'est ça que ça veut dire, travailler à Toulon, vous êtes muté, vous êtes à Lorient, vous êtes célibataire géographique, donc vous pouvez partir plus tôt le week-end, des choses comme ça. Des choses sont mises en place. Mais sinon, le célibat géo inversé n'existe pas. Et donc, du coup, moi, je suis un peu un ovni dans le truc. Et en discutant avec les gens, donc, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes étaient par contre dans ce cas-là et que c'était effectivement compliqué. Mais on fait la même méthode. C'est-à-dire que soit le chef, il est compréhensible et puis on s'arrange. Et soit c'est un gros con et puis c'est compliqué. Et donc voilà. Mais bon, moi, j'ai pris la méthode. De toute façon, j'ai pas le choix en fait. Je peux plus aujourd'hui partir en mission, aller faire ce que vous voyez à la télé, en laissant mon enfant ici. C'est pas possible. Et ça, pour le coup, je pense que les nouvelles générations, c'est le cas. Je suis encore entre deux. Mais oui, c'est un vrai sujet. Et il y a 2 choses que l'armée a fait. C'est sous l'impulsion de la ministre, qui est assez engagée sur ce sujet-là. Ils ont compris qu'il y avait un sujet. Aujourd'hui, c'était compliqué d'envoyer des gens à la guerre. Et puis de laisser les familles. Donc il y a un gros plan famille qui a été mis en place. Donc si je vous laisse ça, c'est sur internet, mais vous pourrez regarder. Il y a plein de petits points particuliers de choses, mais c'est très famille. Mieux prendre en compte les absences, mieux accompagner la mobilité, ancrer la garnison au cœur de la vie familiale, sociale et culturelle, avancée concrète, ce qui a déjà été fait. Voilà, ça c'est la première chose. Plan famille, donc je vous invite à regarder parce que en fait nous on est un peu dans notre monde, donc on se dit ouais ok comme d'hab. En fait, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et puis, il y a un plan de mixité qui a été fait. Et ça, c'est vachement bien. Parce que pour le coup, à la fin du document, pareil, qui est sur Internet, vous avez une vingtaine de mesures. Et c'est écrit, en fait, comment on fait. Parce que nous, l'armée, on aime bien dire comment on fait. C'est donc, par exemple, je sais pas, je prends un truc au hasard. Examen et concours d'entrée. Intégrer une femme dans chaque jury d'examen et de concours d'entrée. Parce qu'en fait, dans l'armée, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas du tout sexiste. Nous, il n'y a que des soldats. Je ne sais pas si vous avez vu le Full Metal Jacket, la scène où il dit je n'ai rien contre les négros, youpins, métèques, vous êtes tous une bande de connards, et puis c'est tout. Et en fait, c'est un peu ça. Donc nous, on s'en fout que ce soit un homme ou une femme. Dans l'absolu, on a que des soldats, et puis on fait le taf. Donc il n'y a pas vraiment de sexisme. Il y a un sexisme d'apparence parce que c'est un monde d'hommes, mais dans le fond, les femmes vous le diront, qui sont dans l'armée. Hein. Alors vous allez pouvoir toujours trouver la fille du régiment de je sais pas quoi, qui a eu un problème, parce que, ouais, ok, d'accord. Mais dans l'absolu, au quotidien, ça se passe quand même très bien pour les femmes, et il
a pas de sujet. Mais le sujet, c'est que les femmes, elles ne viennent pas prétendre responsabilité. Donc il y a moins de dirigeants femmes. Mais ça, c'est à la base, c'est pas à cause de l'armée, c'est que c'est le point d'entrée qui est mauvais. On est dans le même secteur, on est donc tous les deux officiers, on fait le même job à peu près. Elle a des jumeaux près comme moi. Ben, elle, en fait, la différence aussi, c'est que moi, à un moment, quand je dis ben, j'ai pas le temps, je fais pas. Et voilà, fin de l'histoire. Et puis de toute façon, c'est un problème, c'est pareil. Ce qui relève du côté vital de l'opération, je vais le faire, ça c'est sûr. Mais sinon, voilà, elle se mettait le feu. Elle se mettait le feu, elle bossait beaucoup plus chez elle. Une fois qu'elle avait couché les enfants, elle bossait jusqu'à minuit, 1h, alors que moi je m'arrête à 21h. Mais voilà, elle se mettait une pression que moi je me mettais pas, en me disant, bah, c'est pas comment, c'est pareil. J'ai plein d'exemples. On m'a demandé, parfois on me dit, voilà, à 19h, on reçoit le colonel machin, le général machin, il faut venir absolument au repas. Ouais, j'ai mon gamin, ouais, mais bon, tu te débrouilles, ok. Et je viens avec mon gamin. Je suis en uniforme, voilà, je viens. Et là, tout le monde me regarde. Personne ne fait de réflexion. Parce que le premier qui va me faire une réflexion, la réflexion, en fait, c'est mon chef qui la prend. Et l'amiral va voir le mec, il dit, mais pourquoi tu lui as demandé de venir? Et moi, je joue un peu avec ça. Mais si une femme fait ça, je pense que ça passe tout pareil. La façon dont tu t'y prends pour dire à tes chefs, de toute façon c'est comme ça, tu me demandes de venir, ben voilà. Moi j'ai eu des cas où pareil, hein, j'ai imposé le truc. Je sais plus, j'ai souvenir, j'allaitais, je venais d'accoucher genre 3-4 semaines et j'avais des montées de lait pas possibles. Je suis sortie de rendez-vous, j'avais pris une nounou qui m'amenait le bébé pour pouvoir lui donner à manger. Enfin, il y avait pas les, je sais pas, j'étais pas équipée parce que c'était un peu loin. Et du coup, on s'organise moins. Par contre, ce que ça veut dire, c'est quand tu pars comme ça au pied levé, parce que moi ça m'arrive aussi. Et j'ai pas mes parents ici, hein, mais tous les deux de Lyon, donc j'avais pas un grand-parent pour récupérer les enfants. Et la confiance que tu mets dans les gens qui te récupèrent tes enfants, mais moi c'est ça qui m'a détruit le plus, quoi. C'est de pas être en confiance, c'est de te dire merde, là je le sens pas le truc et j'ai pas le choix. Et tu pars avec la boule au ventre parce que. Et comment on peut faire qu'il y a des relais, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, comment tu recrutes les gens sur qui on va s'appuyer quand on est en galère, parce que moi je me suis fait peur, hein. J'ai recrevé mes gamins avec des écharpes, des merlus déguisés devant le foot à se taper dessus. Je disais, non, mais pas ça, putain, le père il n'a jamais fait de foot de sa vie, il déteste ça. Et là je me suis dit merde, c'est complètement pas ça. Et en même temps des gens adorables et tout, mais tu te dis non. Et après, des gens pas adorables et puis pas bien dans leur tête, t'en as aussi. Et ça, c'est vraiment la galère. Et quand t'es seul dans un pays où tu débarques, et puis tu peux pas le fourguer avec tes copines. Enfin, on sait ce que c'est. Quand on a 2-3 petits, qu'elle en a déjà 2-3, rien de liophilisé.com, je pouvais pas lui filer mes gamins comme ça sur un malentendu, quoi. Et justement, il y a un sujet là pour le coup qui est très concret. Moi, je le dis, c'est quand pour le coup c'est planifié. Je sais que je vais passer une semaine n'importe où. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, il y a... Moi, quand je pars à Paris, parce que j'ai un salon de je sais pas quoi, même si on y habite, et ben, je continue de payer la crèche ici, et il faut que j'investisse. Je paye mes déplacements, en fait. C'est-à-dire que tous les déplacements, dès que je sors d'ici, c'est entre 50 et 100 euros par jour de dépenses, et parfois je pars... oui, parce qu'il faut trouver une nounou à l'arrache, un truc comme ça. Donc, et ça c'est transparent pour l'institution, pour le coup. Et ça pourrait être une mesure qui dit que dans des frais de mission, en tout cas pour nous, l'hôtel est payé, le restaurant est payé, enfin la nourriture, ben pourquoi pas la garde d'enfants est rémunérée. Pour le coup, ouais, et en plus, là, je vais même parler de moi, ma situation personnelle. Donc moi, j'ai aussi un mari qui se déplace beaucoup, entre 1 et 2 semaines par mois. Et en fait, donc on a fait ça, il a changé de job au moment où moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc il y a 2 ans. Et mes enfants avaient 4 mois et 19 mois. Et en fait, au bout d'1 an, c'était vraiment très difficile pour moi de tout gérer, la boîte, les enfants. Et donc je lui ai dit, bah écoute, il faut que tu en parles à ton boss, parce que moi je n'y arrive pas toute seule. Et puis évidemment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et je disais tout à l'heure, les cordonniers les plus mal chaussés, bah, j'avais pas forcément les moyens de payer de l'aide. Donc je lui ai dit, bah parle-en à ton boss. Mon mari travaille dans une grosse boîte du CAC 40. Et donc il en a parlé à son boss en lui disant, écoute, en fait... ça va pas être possible, soit que je continue l'émission, soit, enfin, il faut trouver une solution, ou alors sinon nous payer de l'aide. Et en fait, son boss lui a dit, bah évidemment, on le prend en charge. Et donc il fait des notes de frais, des factures ma bonne fée. Et moi j'ai de l'aide, sur mes fins de journée.
et qui en fait me rendent la vie un petit peu plus douce, parce que c'est pareil, je n'avais pas de famille, mais mes beaux-parents sont du Nord, et mes parents sont partis vivre une retraite heureuse au bord de la mer à Royan, et pour s'éloigner peut-être des... Ah, moi c'était clair, mes parents c'était Liège. Voilà, parce qu'il y a un nouveau phénomène aussi dans les changements de société, c'est que les grands-parents sont actifs, soit encore actifs, soit sont en pleine forme et veulent en profiter, et donc ils ont tout à fait raison, mais disons que si tu compares et si tu fais des généralités, ils sont plus aussi présents que ce qu'ils ont eu la présence de leurs propres parents ou beaux-parents, ni géographique, ni en temps. Tu es en poste de direction, chef d'entreprise, et que tu sens que d'un côté comme de l'autre. Alors moi j'ai la chance, en 17 ans, il n'y en a pas un eu qui a eu vraiment de pépins de santé, à part les tibias péronés et les trucs basiques. Mais je me dis, si là on est dans une période de transition de la boîte, ça demande vachement d'énergie de mon côté. Si en même temps j'avais un gamin malade ou qui déconne à l'école à plein tube, alors au-delà du fait que tu peux te payer des aides, n'empêche qu'à la fin il a des questions liées à son âge, il a besoin de réponses qui ne sont pas celles de la nounou. Je l'aime beaucoup, mais à un moment je préfère que ce soit moi qui donne les réponses, et parce qu'il a une petite copine, parce qu'il y a plein de trucs, et là tu te dis ouh, chez Crédios, là c'est un peu Crédios. S'il y a une tuile à la boîte, je peux pas me consacrer à 100% à la boîte parce que j'ai ma famille. Si tu as une tuile à la maison, c'est un peu borderline, quoi. Et comment tu as réussi à t'équilibrer justement par rapport à je ça? me fais des grosses frayeurs, et il y a des moments dans l'année où il faut pas trop me parler, quoi. Là, je vais partir le 28, tu vois, dans mon Vercors, et puis je vais aller marcher pendant 3 jours parce que la carafe, là, Marie est partie à la Transat Jacques Vabre histoire d'en rajouter. Donc, si tu veux, là en l'occurrence, vous me prenez à un moment où c'est pas. Ça fait depuis le mois de juin que je monte en pression. Donc voilà, je vais partir un peu marcher. C'est mon seul moyen de m'en sortir. Parentalité, ce phénomène, c'est justement sur le choix. Moi, je me suis dit, ok, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai arrêté le repas de midi parce que je perds trop de temps. Donc, je fais 8h, 18h. Donc, pour moi, c'est vrai que par rapport au boulot qu'on a l'habitude de faire, pour moi, c'est normal. 8h, 18h, 10 heures de boulot, c'est normal. Normalement, on fait un peu plus, mais bon. Et je me suis dit, à un moment, je me suis dit, mais putain, je fais quand même 10 heures de boulot. Ok, 5 jours. Parfois, j'en fais un peu à la maison, puis de toute façon, on est toujours comme ça, militaire, et puis parfois le week-end avec les déplacements et tout. Mais en fait, il y a peut-être un problème derrière de boulot, tout simplement. C'est comment ça se fait que, en fait, si j'avais pas d'enfant, je resterais jusqu'à 20h. Ouais. Mais tout le monde le fait. Chez nous, c'est comme ça, mais ça doit être comme ça, pareil, pour les cadres, je pense. Et ben, en fait, au moment, on se dit, mais en fait, donc moi, la parentalité m'a fait dire, mais regardez, mais c'est aberrant. Donc, soit il manque du monde, soit on fait trop, soit il y a un problème. Et c'est pour ça que je suis Office Innovation et j'initie des transformations numériques majeures chez nous pour dire, bon, on travaille beaucoup trop, on perd trop de temps, en fait. Donc, c'est pour ça, dans le choix, il y a peut-être aussi un moment, dans le niveau de travail demandé pour tout le monde, à un moment, il faut peut-être aussi se rationaliser, et puis voilà, faire le tri des patates. Et il y a ce qui est important, donc, je disais tout à l'heure, nous, l'avantage, ce qui est important, c'est ce qui est opérationnel. Et ben le reste, parfois, on ne fait pas. Et puis, ouais, alors le truc, c'est le choix aussi de la localisation, qui fait que moi, tous mes partenaires, ils sont à Paris. Et que quand tu as soit les 3 heures de train, soit l'avion, et ben, tu bouffes 6 heures aller-retour. Et que c'est là-dessus que tu pommes du temps à bloc, quoi. Et même si effectivement t'es pas à plus de 7-8 heures par jour, qui serait normal, les copines à Paris, elles n'ont pas ce problème, ça se passe plutôt bien. Elles, quand elles ont des transitions un peu compliquées de leur boîte, à 18h elles sont rentrées, elles rouvrent le PC à 21h pour bosser jusqu'à 22h30, puis après tu te couches. Les horaires de crèche sont adaptés aussi. Ouais, voilà. Et là-bas, voilà, à Paris, bah, non, mais là, c'est le monde, c'est le jour et la nuit. J'ai une des très bonnes copines qui a une boîte de 250 personnes et 4 enfants, et j'hallucine sur le nombre de services qu'elle a autour d'elle, quoi. Ouais. Puis ça reprend des problèmes de société majeure, c'est qu'on ne peut pas avoir encore un système avec, je sais pas, une poste qui ouvre à 9h et qui ferme à 14h. Et enfin bon, il y a des choses qui ne vont plus du tout, et il faut tout réaligner. Et le choix d'être à Lorient, je pense que mais alors on le regrettera jamais parce qu'on est super bien, puis les enfants, ils le portent vraiment bien. Pour autant, voilà, tu payes un peu sur ton temps de boulot, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors nous, on est implanté dans une dizaine de villes en France avec notre réseau, on va dire, de puéricultrices de départ. Mais en fait, on est en mode agile, c'est-à-dire que là, on a des clients à Bourges, donc on développe le réseau à Bourges. On développe avec nos partenaires
de crèches, d'associations. On développe avec des puéricultrices sur place. Et puis dans nos services, on a sur la plateforme, on a aussi des experts en ligne qui là sont disponibles de n'importe où. Et donc pour répondre à ta question sur les coûts, alors en fait il y a un dispositif important que Clémentine doit connaître, qui est quand même le crédit d'impôt famille, qui peut permettre à partir du moment où on a un salarié d'avoir des dépenses qui sont largement réduites, que ce soit les places en crèche ou que ce soit de l'aide à domicile. Donc ça permet de réduire le coût. Après, vous accompagnez aussi sur ces démarches-là que vous pouvez avoir pour l'entreprise ou pour le... Enfin, c'est pour justement que ça soit pris en charge, vous expliquez un peu comment ça se passe? Oui, tout à fait. Après, c'est des trucs d'impôts de la fin de l'année, de déclaration, des CERFA, des trucs comme ça, hyper passionnants. Voilà. Qui prend des temps en plus pour ça, parce qu'il y a les enfants, puis il y a aussi l'administratif. Ouais. L'administratif, c'est... En fait, nous, notre parti pris, ça a été de... En fait, pour les entreprises, du coup, on a une plateforme digitale avec des services qui sont réservables sur la plateforme. Mais en fait, ce qui était hyper important pour nous, on s'est rendu compte, c'était l'humain, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un au téléphone qui réponde un peu aux questions et qui puisse m'aiguiller vers mes... Et c'est la fée dédiée. Et justement, sur les questions admin, on aiguille, on a des tutos qu'on envoie, etc. pour résoudre un peu des petits points de difficulté que les collaborateurs, jeunes parents ou plus tard peuvent avoir. C'est pas possible, moi je dois partir à je sais pas quelle heure tous les jours, je respecterai mes engagements vis-à-vis de l'entreprise. Enfin, il y a un moment, faut sortir du bois, quoi, parce que... Parce qu'il y a des femmes qui ont la boule. Ouais, je sais, mais... Enceintes, ne serait-ce que ça, d'avoir peur de la réaction. Mais tu peux avoir peur de plein de choses dans la vie, mais si tu tentes rien, tu sauras jamais comment ça réagit en face. Mais les hommes aussi, hein. Enfin... Et on voit quand même que la culture évolue. Enfin, on sait très bien, donc les nouvelles générations, si tu les considères pas, mais ils te regardent, ils te disent mais fuck, je me barre. Enfin, si tu n'écoutes plus les gens... Oui, non mais aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience dans les entreprises que si tu n'écoutes pas les gens, et si t'es pas un peu empathique, t'es juste dead. Ta boîte, elle est dead. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis que tu peux sortir du bois et dire attendez les gars, là je suis enceinte, et puis je vais peut-être m'arrêter à 6 mois parce que j'ai tel et tel... Et chacun peut l'entendre. Enfin, je veux dire, on a tous des enfants, puis le chef, il a des enfants aussi. Alors après, c'est sûr qu'on va devoir passer encore une génération qui est un peu straight, mais on en sort, quoi. Enfin, pour moi, on en sort. Mais jamais j'ai mis un stress, des gens qui partent tôt en congé, qui reviennent tard, qui prennent des 80%, des 100%. On n'a jamais tiré aucun plan et on a toujours traité les cas au cas par cas, quoi. Et après, je rêve que tous les patrons boivent ça comme ça. Et je vois bien, moi, dans mon milieu aéronautique, t'as des sacrés vieux loulous. Dans la Cassoulet Connection, là, t'as des boîtes qui sont dirigées par des papis qui ont 60 ans et qui sont totalement old school. Et moi, je les fais rigoler, mais ils disent, mais de toute façon... Alors que les machines, elles fabriquent les avions qu'on prend tous les jours pour le Canada. Et voilà, bon... Mais n'empêche que tu sens que les mecs, ils sont un peu les grosses blagues, et les machins, et les trucs. Bon, mais ceux-là, il y a un moment, là, ils ont entre 50 et 60, et à un moment, ils sont plus là. Donc, de toute façon, enfin, plus à la tête des boîtes, en tout cas. Donc l'esprit et l'exemplarité va commencer à passer, quoi. Du coup, je vais retomber sur mes pattes de mes conférences habituelles. Dans l'armée, déléguer, c'est commander. Donc, à un moment, le principe de subsidiarité, voilà, on est en haut, c'est aussi le bon moment pour commencer à lâcher prise, et madame pourra en parler, mais ça fait du bien aussi parfois. C'est un événement où on dit, là, sur ce coup-là, je suis obligé de déléguer. Et en fait, ça se passe bien, ça fait épanouir d'autres gens, finalement, qui prennent leurs responsabilités. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est aussi un sujet de chef, c'est aussi, ça permet de lâcher prise. Et il faut aussi mesurer ses ambitions dans un monde, un contexte particulier aujourd'hui pour nos enfants. Moi, personnellement, je vais faire ma promotion, mais je me présente aux élections municipales de ma commune parce que pour ma fille. Et donc, je prends mes responsabilités vis-à-vis d'elle et j'aménage ma vie en fonction d'elle. Voilà, j'ai été faire la guerre partout dans le monde par engagement. J'ai un enfant, comment je fais pour continuer à tenir cet engagement? Je me retourne sur un engagement citoyen. Et ça t'a fait pivoter presque. Ça m'a fait pivoter, et donc chez nous, comme on dit toujours dans le boulot, dès qu'on a une faiblesse, il faut en faire une force. Et c'est comme ça dans notre mission, identifier nos faiblesses pour en faire une force. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans les forces spéciales. On n'est pas nombreux, il faut miser sur les forces de chacun, et le maillon de la chaîne qui cassera, c'est le plus faible. Donc c'est la faiblesse toujours qui cassera, donc en faire une force. On renforce les faiblesses. C'est un peu détourner le sujet, mais c'est comme ça, moi, que j'ai tout conçu.
Alors pour les chefs d'entreprise, mais faut y aller à fond. C'est le meilleur job pour avoir des enfants. Hein. Donc, je considère que être maître de son emploi du temps, de sa charge de travail. Après, tu as la charge mentale qu'il faut gérer, donc il faut quand même avoir des sacrées soupapes pour sortir et souffler, et puis de connaître un peu de cadre. J'étais avec un copain hier, alors justement une génération qui a 10 ans, 10-15 ans moins que moi quand même, un jeune chef d'entreprise, grosse boîte de 500 personnes, et on était en réunion, et il sort un petit carnet comme ça, avec des petits quadrillages, et tout picoche, rouge, bleu, vert, enfin rouge et vert. Je dis, mais c'est quoi ton truc ? Donc il avait travail, donc il cochait s'il avait passé 8 heures au travail, après il avait famille 2 heures, potes 2 heures, pour voir si l'équilibre et voilà, et pour voir si l'équilibre. Et je vois son carnet, bon lui il est en galère aussi en ce moment, et du coup, oh putain j'ai que du rouge 2 semaines et tout, je vais me faire lâcher par ma femme, enfin, et il avait pas, et il s'est fait déporter par les événements. Donc il y a un truc, il faut se mettre un peu des indicateurs. On est les champions des indicateurs quand on est patron de boîte. Tu fais ton petit carnet, tu te dis là, je suis en train de déraper complet. Il faut que je remette la barre à gauche, ou à la famille, ou aux potes, voilà, on va pas passer une soirée. Enfin, voilà, je suis ingénieur en plus, donc j'ai tendance un peu à passer des soirées assez festives. Bon, bah ça me fait un reset total du cerveau, c'est parfait. Et puis il en faut de temps en temps, pas tout le temps. Et voilà, faut apprendre un peu à doser, quoi. Moi, le conseil que je donnerais, c'est comme en fait c'est un conseil assez bateau et qui marche dans tous les domaines, c'est la communication. C'est-à-dire que si vous dites pas à votre manager ou même votre associé ou n'importe qui, ou votre mari, enfin, si vous dites pas que là ça ne va pas, que vous n'arrivez pas à gérer ou que en tout cas qu'il faut reposer les bases, ben en fait l'autre, quand on dit pas les choses, l'autre peut pas forcément le deviner. Ça finit par sortir, mais et ça sort pas toujours de la bonne manière, et ça peut sortir avec une démission ou quelque chose, alors qu'il aurait suffi d'en parler. Donc la première chose, c'est vraiment la communication. On n'en a pas trop parlé, mais ce qui est hyper important dans les entreprises, parce que les messages ont beau parfois être menés par les directions des ressources humaines ou par les directions globales, c'est vrai que qui est-ce qui porte les messages? En fait, c'est les managers de proximité, c'est eux les RH de direct. Et ce qui est important en tant que dirigeant aussi, pour le coup, c'est d'être sûr que ces valeurs que vous portez soient aussi portées par les managers en direct, ce qui n'est pas toujours si évident que ça. Et pour que aussi ce qui est mis en place par la direction et la DRH ne soit pas des coups d'épée dans l'eau, alors que sur le papier c'était superbe. Donc voilà, donc communication et puis s'accrocher à son slip. Moi je vais peut-être finir aussi sur mon engagement. On a un projet de crèche avec la crèche de Vannes qui nous filialise ou qui nous franchise. Donc on a un projet de crèche interentreprise à proximité d'un lieu qui est plutôt super canon, super vert. Donc on fera la promo à partir de la semaine prochaine, mais ça commence à prendre forme. Et c'est une association de chefs d'entreprise pour les entreprises. Et on va essayer de réfléchir à un partenariat commun avec des compléments de services. Je te mets au défi de trouver des prestataires. Mais moi j'ai une super vous accouchez quand même. J'espère que vous accouchez. Il y a des maternités, il y a des bébés, il y a des professionnels. Oui, on l'espère. Hein. Moi, la maison, c'est 5 salariés, là. 5 salariés que je te mets à disposition, si tu veux. En 20 ans, je me suis fait un réseau de 5, ça tient bien la route, ça garde le chien, les chats, tout. Nickel. Mais il en faut 5. Des diplômes, de l'expertise.